Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 28 novembre au 5 décembre 2025, la deuxième phase de la deuxième lune d'automne nord-printemps-sud, donc du premier quartier le 28 novembre à la pleine lune le 5 à 0h13 heure française, donc 23 heures, le 4 à 23h13 temps universel. Moi, donc, je suis Claire Henriot, montreuse d'étoiles et chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine vous préparer à voir, ou plutôt de semaine en semaine, mais non, plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas dans le ciel. Voilà. Dans une deuxième vidéo, je fais aussi des commentaires astrologiques car je suis aussi astrologue et mon œuvre en ce monde, c'est de relier l'astronomie et l'astrologie afin de d'abord se connecter bien réalistement terre-ciel sans évacuer justement le merveilleux, le mystique et la logique. Et voilà, je vous invite à marcher comme moi sur la crête entre ces deux disciplines qui sont la mère des sciences. Donc on avance pas à pas et je vous remercie infiniment de me suivre. Merci à vous tous qui êtes abonnés. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ce que je fais vous intéresse. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires et vos partages avec vos amis pour élargir le public de cette chaîne de plus en plus. Voilà, merci. Donc on commence. Alors, je vais partager l'affiche résumée que vous trouvez dans l'article qui est mentionné dans la description de la vidéo. L'article que je fais également chaque semaine et vous allez trouver tout en détail ce que je vous présente brièvement, succinctement ici. Donc, cette fiche résumée, vous pouvez même la télécharger et l'imprimer. Il suffit d'aller sur l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo. Donc, cette semaine, deuxième phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud, du premier quartier le 28 novembre à 7h58, soit 6h58 en temps universel, UTC, à la pleine lune le 5 décembre 0h13, soit le 4 à 23h13 en temps universel. Alors la Lune d'abord, donc on a dit du premier quartier, à la pleine Lune. Alors, elle monte en latitude, elle monte en déclinaison et elle se rapproche de la Terre. On va encore avoir une pleine super, ce qu'on appelle une super Lune, c'est-à-dire une Lune proche du périgée, donc dont le diamètre apparent est un petit peu plus gros que quand elle est plus loin. Voilà. Mais c'est pas très sensible à l'œil nu, hein. Ça l'est pas du tout. Il faut un gabarit pour s'en rendre compte. Mais elle a aussi, c'est une pleine lune assez exceptionnelle, elle a plusieurs qualités. On va y arriver. On part donc du premier quartier, le vendredi 28 novembre à 7h58. À ce moment-là, le soleil est dans le septième degré du Sagittaire, donc la lune, à 90 degrés en carré de ça, est dans le septième poisson. La lune est devant la constellation de Verseau et le soleil, celle du Scorpion. Donc cette lune passe à son nœud ascendant le vendredi 28 novembre à 22h33, donc ça veut dire qu'elle passe en latitude écliptique nord, qu'elle monte en latitude et aussi en déclinaison. Le 29, samedi 29 à 17h42, elle est conjointe à Saturne dans le 26e degré du signe des Poissons. Saturne est d'ailleurs devant la constellation du Verseau, alors que la Lune est devant celle des Poissons parce qu'elle est un petit peu au-dessus. Et donc, vu la découpe des constellations, voilà, elles sont conjointes en longitude, mais elles ne sont pas devant la même constellation. Le samedi 29, toujours à 21h33, la Lune qui monte en déclinaison passe dans le plan équatorial et passe en déclinaison nord. Elle est conjointe à Neptune dimanche 30 novembre à 1h04, Neptune qui se trouve tout près de Saturne, mais qui bien sûr elle est invisible à l'œil nu, et qui est revenue, Neptune, elle aussi, en raison de sa rétrogradation dans le 30e degré du signe des Poissons. Donc sur ces entrefaites, la Lune entre en Bélier, dans le signe du Bélier, dimanche 30 à 2h07. Puis, elle entre dans le signe du Taureau, mardi 2 à 4h12.
Ensuite, comme elle monte en déclinaison, elle sort des limites zodiacales nord, mercredi 3 à 19h02. Elle continue à grimper en déclinaison. Elle est conjointe à Uranus, jeudi 4 décembre à 2h07. Uranus qui vient de revenir dans le signe du Taureau en raison de sa rétrogradation. Donc ça se passe dans le 29e degré du signe du Taureau. Et ensuite la Lune entre en Gémeaux. Le mois dernier, Uranus était encore en Gémeaux quand la Lune y a été conjointe. Mais comme Uranus recule, ce coup-ci, la conjonction avec Uranus se produit avant l'entrée de la Lune dans le signe des Gémeaux, qui se produit jeudi 4 décembre à 3h48, et dans la foulée, la Lune est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. Donc on a un joli tableau, Uranus, Pléiades et Lune, bon, qui est presque pleine, donc on verra que la Lune, puisqu'elle est très très lumineuse. Mais chaque fois, là, ces temps-ci que la Lune est conjointe à Uranus, elle est en même temps aux Pléiades, et on verra dans quelques mois euh, peut-être des tableaux plus délicats avec un croissant. Donc jeudi 4 décembre, 12h14, la Lune est au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre. C'est-à-dire que jusque-là, elle accélère et elle se rapproche de la Terre, elle accélère sur son orbite, et à partir de là, elle décélère sur son orbite et elle s'éloigne de la Terre. Donc, toujours jeudi 4 décembre, 19h41, elle est conjointe à l'étoile Aldébaran Alpha du Taureau, qui se trouve une dizaine de degrés en dessous de la Lune. Donc, en ce moment, justement, en raison de cette variation de la Lune suivant l'axe des nœuds lunaires. Et donc, nous arrivons à la pleine Lune. Donc, elle est conjointe à Aldébaran pratiquement pour la pleine Lune, donc près de l'étoile du Taureau, au-dessus. Donc à 0h13, vendredi 5, c'est l'heure de la pleine lune, donc une pleine lune à contempler dans la nuit du 4 au 5, le 4 à son lever au moment du coucher du soleil, et le 5 à son coucher au moment du lever du soleil à peu près. Donc cette lune est très particulière. Bon alors, elle est dans le 14e degré du signe des Gémeaux, les soleils étant dans celui du Sagittaire, et j'ai juste oublié. Hein, parce que le soleil, tiens, petite erreur, le soleil est arrivé devant la constellation d'Ophiuchus. Entre-temps, l'ai-je marqué? Mais oui, dimanche 30 novembre, donc une petite erreur à corriger ici. À chaque fois que je fais ça avec vous, je retrouve des erreurs. Soleil, Ophiuchus pour la pleine lune. Bien sûr. Alors, c'est donc la Lune est devant la constellation du Taureau et le Soleil, celle d'Ophiuchus, dans le 14e degré des Gémeaux pour la Lune et du Sagittaire pour le Soleil. Alors cette Lune, c'est la plus haute de l'année déjà parce que c'est la pleine Lune proche du solstice avec celle de la pleine Lune suivante de janvier. Donc déjà, c'est les deux pleines Lunes les plus hautes de l'année. Là, nous sommes plus le 5 qui a une quinzaine de jours du solstice, hein. Et donc, elle est très haute, mais elle est encore plus haute parce qu'elle est justement à sa latitude et enfin surtout à sa déclinaison maximale, qui est elle-même au maximum qu'elle puisse être en raison de sa latitude, qui est également nord et maximale. Donc, elle est très très haute, cette pleine lune. Elle est très grosse, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas très très sensible à l'œil nu, mais vu qu'elle est tout proche de la Terre, on l'appelle ça une super lune maintenant, hein, dans la terminologie moderne, on aime bien les superlatifs. Donc allons-y, on l'appelle une super lune parce qu'elle est près du périgée, donc plus grosse. Et en plus, c'est la dernière pleine lune extrême de l'année, c'est-à-dire justement en raison de cette corrélation qui se défait, enfin de cette proximité, non? Dans le spatio-temporel entre sa déclinaison et sa latitude, si vous voulez, que ça se décale, hein, l'axe des nœuds et des nœuds lunaires et donc des ailes et du ventre du dragon, c'est-à-dire maximum de déclinaison et minimum de déclinaison qui sont au carré de l'axe des nœuds, ça fait une grande croix qui a un mouvement rétrograde sur 19,6 ans et donc ça se voilà, la prochaine plus lune extrême sera en 2042. Extrême, ça veut dire qu'elle se lève le plus près du nord qu'elle puisse le faire, plus que le soleil quand il est au solstice.
d'été en l'occurrence. Elle monte le plus haut dans le ciel, comme jamais, qu'elle puisse. Donc, la- sa déclinaison plus sa latitude, ça la fait monter. Enfin, la déclinaison du Soleil au même degré du zodiaque plus sa latitude, ça la fait monter encore plus haut. Donc, environ 5 degrés plus haut dans le ciel que le Soleil à la saison opposée, hein, que le Soleil au solstice. Et puis, elle se couche le plus près du nord aussi, au nord-ouest, le plus près du nord, qu'on puisse imaginer. La plus grande course, c'est ça qu'on appelle une lune extrême. C'est quand justement ces déclinaisons minimales et maximales coïncident avec ces latitudes maximales et minimales. Donc, c'est une sacrée pleine lune. Et bon, elle est traditionnellement appelée lune froide. Cette pleine lune avant le solstice d'hiver, elle est appelée lune froide. Voilà pour la Lune. Donc, elle est à sa latitude maximale. Et voilà, et elle atteint sa déclinaison maximale vendredi 5. Donc, il n'y a pas que la Lune, le reste. Alors, le reste, bon, bah, Saturne d'abord. Commençons par Saturne. Saturne qui reprend son mouvement direct le vendredi 28 novembre, et qui était donc rétrograde depuis le 26 au début juillet, hein. Voilà, le 13 juillet 25. Et elle a avancé jusqu'au deuxième degré du signe du Bélier. Et depuis le 13 juillet, elle recule et elle repassera au deuxième Bélier le 2 mars 26. On dit qu'elle aura bouclé sa boucle de rétrogradation. Donc actuellement, Saturne est dans le 26e degré du signe des Poissons et reprend son mouvement direct. Et c'est sur ces bonnes entrefaites d'ailleurs que la Lune y est conjointe samedi 29 à 17h42. Alors pour Saturne, voilà tout. Ensuite, nous avons Mercure. Alors, Mercure qui, en héliocentrique, est conjoint à Jupiter, vendredi 28 à 3h08 en héliocentrique. Ça veut dire du point de vue du Soleil, en mettant le Soleil au centre, dans le référentiel où le Soleil est au centre. Et donc, c'est en bleu sur ma fiche, hein. Quand c'est de l'héliocentrique, c'est en bleu. En noir, c'est ce qui se passe dans le plan de l'écliptique, et qui est pas truc à observer. En rose, ce sont les aspects, enfin, entre la Lune et les objets du système solaire, les planètes, ou le Soleil. En vert, c'est la Lune, le Soleil ou les planètes avec les étoiles. Et en gris, je mets les entrées de la Lune dans les signes. Et en marron, ce qui se passe dans le plan équatorial. Donc sinon, c'est dans le plan écliptique en noir, rose ou vert. Donc, Mercure reprend aussi son mouvement direct. On a deux, Saturne juste avant le premier quartier, Mercure juste après, samedi 29 à 18h38. Mercure qui était rétrograde depuis le 9 novembre. Elle était alors dans le 7e degré du Sagittaire. Elle reprend son mouvement direct et donc elle repassera au 7e degré Sagittaire le 17 décembre. Actuellement, elle est dans le 21e degré du signe du Scorpion devant la constellation de la Balance. Mercure, en héliocentrique, elle rentre en Lion dimanche 30 à 9h18. Revenons en géocentrique, les pieds sur Terre. Elle atteint sa déclinaison maximale. Bon, elle est en déclinaison sud, mais elle montait. Et depuis qu'elle était rétrograde, elle remontait. Donc elle atteint moins 15 degrés, 15 degrés en dessous du plan de l'équateur céleste. Et à partir de là, eh bien, elle redescend à nouveau. Elle sera hors limite zodiacale du 28 décembre au 15 janvier. Elle y a déjà d'ailleurs été du 31 octobre au 6 novembre. Voilà, Mercure va être dans les grands suds. Mercure aussi atteint sa latitude maximale, donc dans le plan de l'écliptique, vu de la Terre, 2,36 degrés au-dessus du plan de l'écliptique. Elle est toujours dans le 22e degré du signe du Scorpion, devant la constellation de la Balance. Alors en noir, c'est en géocentrique, en bleu, c'est en héliocentrique, c'est pas exactement au même moment, il y a un décalage, voilà, avec le géocentrique. Mais en héliocentrique, c'est toujours la même latitude, 7 degrés au-dessus du plan de l'écliptique, à la même longitude, 19e degré du signe du Lion. Tandis qu'en géocentrique, c'est complètement variable. Et Mercure, donc, voilà. Et on entre dans le signe de la Vierge, en héliocentrique, vendredi 5 à 22h21. Quelles autres planètes font parler d'elle cette semaine? Eh bien, nous avons Mars qui est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. C'est pas le moment d'essayer d'y aller. Enfin,
quand on essaie d'y aller, on prévoit 6 mois à l'avance d'y arriver au moment où elle est au plus proche. Bon, ça va être bientôt, là, du coup, la fenêtre, puisque c'est 2 ans, 2 mois, l'intercycle, hein, entre Mars et la Terre. Donc, Mars est au plus loin de la Terre, soit à 2,243 unités astronomiques, c'est-à-dire distance Terre-Soleil, soit 362,5 millions de kilomètres. Elle sera, donc c'est toujours corrélé à sa conjonction au Soleil, c'est-à-dire que du coup on a Terre, Soleil, Mars est de l'autre côté, soit en héliocentrique une opposition Terre à côté du Soleil, Mars à l'opposé. Bon, c'est le moment où Mars est bien sûr la plus éloignée et où on ne la voit pas. D'ailleurs, on ne la voit plus dans le ciel. Elle va rester du soir jusqu'au 9 janvier. À partir de là, elle passera du matin, mais il faudra attendre l'été prochain au moins pour commencer à la voir dans le ciel du matin. Donc, Mars au plus loin de la Terre et ceci un mois, un bon mois, même 6 bonnes semaines avant qu'elle soit conjointe au Soleil. Mais Mars, c'est comme ça avec Mars. Avec les autres planètes, c'est beaucoup plus resserré l'intervalle de temps entre l'apogée et la conjonction, par exemple, ou le périgée et l'opposition au Soleil. Alors, pour Mars, je crois que c'est tout dans les aventures de Mars. Mercure, Vénus. Vénus, dimanche 30 à 21h13, entre dans le signe du Sagittaire. Et dans la foulée, elle arrive devant la constellation du Scorpion, mercredi 3 à 3h58. Bon, comme la portion à traverser n'est pas bien grande, elle n'y reste jusqu'au 7 décembre, où elle entrera à 4h, où elle arrivera à 4h17 devant la constellation d'Ophiuchus. Donc, elle est dans le troisième degré du signe du Sagittaire quand elle arrive devant la constellation du Scorpion. Voilà, ben nous avons Pluton aussi, la très discrète Pluton, bien entendu, l'invisible Pluton, planète naine. Vendredi 5 à 16h07, Pluton atteint sa latitude maximale, qui est également sud, hein, ça veut dire qu'elle montait, et globalement elle descend, de toute façon elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, et dans les années 2080, elle sera à moins 17 de latitude, ce qui est l'exception plutonienne, puisque sinon le reste c'est contenu dans une frange de 7 degrés, c'est Mercure qui a les latitudes les plus extrêmes par rapport au plan de l'écliptique, donc ce n'est que moins et plus 7 degrés, donc 14-15 degrés, et puis Pluton en sort complètement, et c'est pour ça qu'elle avait pas aussi, elle était, enfin, elle a été découverte à un moment où elle était dans le plan de l'écliptique, mais des fois elle y est pas du tout. Voilà, et donc elle fait partie de la catégorie depuis 2006 des planètes naines. Voilà, voilà, voilà. Je vous ai fait le résumé assez chargé de cette semaine. Alors en plus, ben, on va avoir plein d'étoiles filantes, plein, plein. Le ciel est plein d'étoiles filantes en ce moment. Les Orionides de novembre, maximum 28 novembre. Bon, les Phénicides, c'est pour ceux du sud, hein. C'est un essaim, un gros essaim de l'hémisphère sud, mais faut vraiment qu'on soit au sud de l'Europe pour en voir peut-être passer quelques-unes au ras de l'horizon sud. Tauride Nord, Léonide, Monocérotide de décembre, Sigma Hydridé, Géminide, qui auront leur maximum le 14 décembre, et qui est un très gros essaim, les Géminides également. Eh bien, Jupiter, comme s'approche de son opposition au Soleil, donc elle est de plus en plus présente dans le ciel et on peut observer de plus en plus de phénomènes qui sont répertoriés ici, ceux qui sont observables. Ah, ça, je peux l'enlever, c'était la semaine dernière. Je note aussi parce que j'ai vu ça, hop. Et puis tout un tas de mais encore. Alors, le 29 novembre, c'est l'équinoxe d'automne pour l'hémisphère nord de la planète Mars, donc de printemps pour l'hémisphère sud. Voilà, Mars, où les saisons durent en moyenne 2 fois plus longtemps que sur Terre, mais il y a des saisons beaucoup plus courtes et d'autres beaucoup plus longues, en raison de l'orbite plus elliptique de Mars que ne l'est celle de la Terre. Que faut-il signaler aussi? Ben oui, Vénus qui disparaît du ciel du matin, hein. Maintenant, il faut la choper juste avant le lever du soleil. Comme elle est très brillante, c'est encore faisable, mais délicat. Et elle entre dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc voisinage étroit du soleil. Elle va y rester jusqu'au 2 décembre, car elle va être donc conjointe elle aussi au soleil, conjonction supérieure pleine Vénus, début janvier, je crois le 9 ou le 10.
Il y a aussi des amas globulaires, du Scorpion, voilà, et l'étoile Antares qui sont dans le champ du coronographe Lascaux C3, puisque le Soleil est devant le Scorpion et ensuite Ophiuchus à partir du 30 novembre. Bon, jusqu'à 3 4 jours avant la pleine lune, enfin 2 3 jours, la lumière zodiacale est visible tant que la lune est encore tant que la lune est couchée. Mais à la fin de la période, la lune se couche de plus en plus tard, donc on pourra plus voir la lumière zodiacale, bien sûr, si on a des conditions de ciel absolument parfaites. Donc horizon dégagé, pas du tout de pollution lumineuse ni atmosphérique pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'atmosphère. Et on pense une pensée pour nos amis en Nouvelle-Calédonie, qui pour eux c'est l'été, enfin ils sont déjà sous les tropiques, et donc le soleil passe au zénith 2 fois dans l'année, et c'est le 4 décembre, et à partir de là, donc il culmine du côté du sud, du 4 décembre au 9 janvier, je crois, et le reste de l'année, il culmine du côté du nord, puisque nous sommes dans l'hémisphère sud. Et comme on est entre les tropiques, ben, il y a une période de l'année un peu plus courte où il bascule de l'autre côté. Voilà, on saute sur Stellarium pour aller voir un petit peu de visu, comment ça se passe, surtout alors ben, cette la Lune, enfin on va partir. Donc nous sommes ici le 26, alors on va aller au 28, hein, tout de suite. Le 28, jour où nous commençons cette vidéo. Donc le 28, c'est le jour du premier quartier. Donc on va trouver une lune qui va culminer à peu près au coucher du soleil. Donc là, il est 16h26. Vous voyez, notre soleil est ici au sud-ouest. Ben, il va aller se coucher, certes, de plus en plus vers le sud-ouest, hein, jusqu'au jour du solstice de décembre. Voilà. Donc le soleil se couche très tôt, 17h14, le 28 novembre pour ma localisation. Et donc, on va aller, une fois qu'il est couché, 1 heure de plus, là, 17h26, vous voyez, il est couché. On a la Lune qui s'approche de sa culmination. Donc au sud, elle est encore pas très très haute, hein, en début de semaine. Voilà notre demi-lune toute proche de Saturne, car elle va y être conjointe le lendemain. Donc 1 heure plus tard, 18h, environ 18h30, voilà, il fait nuit. Et on voit la Lune à droite de Saturne, notre demi-lune, donc, zut, je me mets là, à droite de Saturne, avec une petite étoile juste au-dessus. Qui est cette petite étoile? Idor. Alors on est, je sais pas de. Donc la Lune est devant la constellation du Verseau. Ah oui, Idor, c'est cette étoile du Verseau. Ok. Donc Saturne, juste à côté de Saturne, il y a Neptune. Bon, ben, quand la Lune est à côté, évidemment, c'est pas facile, mais Neptune est là par rapport à Saturne. Donc voilà, avec le petit quadrilatère qui est en dessous de la tête des poissons. Bon, tout ça, c'est franchement délicat comme étoile, visible à l'œil nu, mais faut céder un peu de. Faut un bon ciel déjà, et c'est des deux jumelles. Donc c'est pas au moment où la Lune est conjointe à Neptune, donc le lendemain, tiens, on va y aller au lendemain, le 29, voilà. La Lune aura en début de soirée, la Lune aura passé, elle sera juste au-dessus de Saturne en début de soirée le 29 novembre. Donc ça va être joli, hein, la Saturne juste en dessous de la Lune et Neptune juste à côté, à laquelle la Lune va être conjointe un peu plus tard dans la nuit. Elles vont se coucher. Non, on ne les verra pas. Donc la Lune va se coucher de plus en plus tard. Je reviens un peu plus tôt dans ma nuit, hein. Elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi. Elle culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit et se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Alors donc, nous sommes le 29 novembre au soir. Il est 20h30. Et nous nous tournons maintenant du côté de l'Est. On va voir ce qui se lève. Ben, du côté de l'Est se lève Orion. On a le Taureau avec l'étoile Aldébaran. À gauche, Capella qui est encore plus brillante. En dessous, les Gémeaux qui se lèvent. Au-dessus du cocher, il y a Persée. Voilà, comme toujours. Ici, on a au-dessus de Aldébaran, on a les Pléiades et donc juste à côté, Uranus, qui est en très 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 bonne posture d'observation. J'ai mis le lien alors donc dans l'article au chapitre Uranus, dans la chronique des planètes. Il y a un lien un bel article
qui détaille un petit peu tout pour l'observation d'Uranus, sauf qu'ils ont fait une erreur, c'est que Uranus est maintenant devant la constellation du Taureau et non plus celle du Bélier. Ça, c'était encore l'année dernière, mais ça, c'est passé. Donc, début de nuit, Orion se lève et tout le grand jet de l'hiver, n'est-ce pas? On va prendre une heure de plus pour le voir tout entier. Voilà, le grand jet de l'hiver. Ben non, il nous manque encore Sirius. Et voyez, nous avons Jupiter. Alors, on va parler du grand jet de l'hiver. Et un petit tour sur le grand jet de l'hiver. Donc, Bételgeuse d'Orion. Non, je vais partir des trois mages et je vais en descendre. Je fais la barre de mon jet comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir avec un peu une forme de spirale, en fait. Donc, on part des trois mages d'Orion. Rigel d'Orion, la bleue, et Bételgeuse, la rouge. Donc, les trois mages, Rigel, Sirius, du grand chien, Procyon, du petit chien, Pollux et Castor, des Gémeaux, Capella, du cocher, et Aldébaran, du taureau, et on ferme sur Bételgeuse d'Orion. Et en dessous des Gémeaux, en dessous de Pollux, nous avons Jupiter qui est rétrograde, donc chaque jour un peu plus à droite par rapport à à nos deux Gémeaux, là, à nos deux étoiles des Gémeaux. Et donc, magnifique Jupiter, bien sûr. D'ailleurs, si j'ai le temps, je vous présente une image de Jupiter qui est très jolie. Voilà, donc on se tourne du côté du nord en début de nuit. En début de nuit, on voit le dragon et la petite ours tout en bas, la petite casserole pendue à son clou, tandis que la grande ours remonte sous l'œil brillant de Capella, de Persée. Vous voyez, le sommet du ciel est ici, Persée presque au zénith, et Andromède de l'autre côté. Ici, c'est Almach d'Andromède. Donc une étoile au zénith, hein. On peut le dire pratiquement à un instant, elle y passe, juste avant. Cassiopée à gauche qui est très haute et qui redescend, voilà. Et du côté du nord, de l'ouest, qu'est-ce qui se couche en début de nuit? Eh bien, Pégase, voilà, Pégase, et les poissons et le Verseau avec la Lune et Saturne, là. Et ici, le grand triangle de l'été, il n'y a plus Altaïr, il y a Vega et Deneb du Cygne qui sont sur le couchant. Alors, un petit tour au nord, comme d'habitude, voir la nuit tourner jusqu'au milieu de la nuit, enfin voir l'horloge céleste tourner jusqu'au milieu de la nuit, qui se décale vers, qui retarde maintenant hein, l'équation de temps, donc aux alentours de 0h40, 41, 42, voilà. Je crois qu'on a... Ah non, c'est bientôt, Aldébaran, Méridien, la minuit. Alors, milieu de nuit, ben voilà, on n'en était pas loin, hein. La petite ours et le dragon, ben voilà, on n'a pas pris beaucoup d'heures de plus. Il est 0h30, 0h40. Donc, la petite ours et le dragon commencent tout juste à remonter sur la droite quand on se tourne vers le nord. Tandis que la grande ours remonte, Capella qui est très haut, voilà, qui s'approche du zénith. Capella va passer au zénith aussi. Et puis, précisément ici, cette petite étoile, Epsilon du cocher. Non, ça c'est Almas d'Andromède, elle a tout faux. Non, ils disent n'importe quoi. Ah bon? Ah ben, c'est Almac d'Andromède. Ah oui, alors c'est peut-être son petit nom, Almaz. Parce que ça, c'est Epsilon du cocher, ça c'est sûr. Donc Persée est sur le côté gauche qui redescend, Cassiopée et c'est fait, tandis que Deneb va se coucher et que Vega l'est déjà. Au milieu de la nuit, donc, nous avons au sud ben, notre grand triangle, notre grand jet de l'hiver qui s'avance majestueusement et qui, voilà, qui culmine au milieu de la nuit, pratiquement. Hein, ce sera pour Noël, le grand jet de l'hiver culmine au milieu de la nuit et on va regarder ceux qui se lèvent en deuxième partie de nuit. Donc au milieu de la nuit, le lion apparaît, ici l'étoile Régulus. Le lion, ici ça c'est l'hydre, la tête de l'hydre. Ici le grand cerf. Le lion, il est sous la grande ours en fait, sous les pattes de l'ours. Et voilà, alors 1h40, 2h40, 3h40, 4h40, la Vierge apparaît, Arcturus du Bouvier, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. 5h40, 6h40, Mercure apparaît, car Mercure se lève là. Mercure devient visible dans le ciel du matin.
Voilà, sur un ciel encore sombre avec un éclat qui augmente. Devant la constellation de la Balance, nous avons Mercure. Alors après ça, on va guetter ici l'étoile Spica de la Vierge, n'est-ce pas? Donc Mercure, vous voyez, à 7h moins 20 le matin, on va commencer à voir Mercure et de mieux en mieux. Je vais avancer de quelques jours et on arrivera comme ça à la pleine lune. Allez, on va voir Mercure le 4. Mercure le 4 qui se trouve donc devant la Balance et qui se lève aux alentours de 6h40. Donc de plus en plus facile à voir, tandis que Vénus, elle, est de moins en moins facile à voir, malgré son éclat rutilant. Là, voilà, elle se lève, il fait vraiment très, le ciel est déjà vraiment très, très clair. Mais bon, si vous voyez Mercure, vous arriverez, et que votre horizon est dégagé, vous arriverez peut-être à voir Vénus qui se lève une cinquantaine de minutes avant le Soleil seulement. Mercure, déjà presque 1h30. Voilà mes petits amis pour le ciel de cette saison. Ah bah oui, on va voir qu'on a aussi la fameuse comète, enfin, ou objet interstellaire 3I Atlas, qui circule devant la constellation de la Vierge. Je vous ai est observable avec un instrument relativement modeste, hein, avec un télescope. Il n'y a pas de problème. Si j'avais le courage de sortir le Dobson par ses froids et que c'est un peu compliqué pour moi toute seule, je ne manquerai pas de l'observer, mais il faut le ciel dégagé au levant. Ça, c'est bien, je l'ai. Voilà. Et donc, je vous souhaite des bonnes observations. On va partager un petit peu quelques images et news. Alors, d'abord, la Lune. La Lune, le cratère Clavius, c'était le 4 novembre, donc juste avant la dernière pleine lune. Donc ça va être le même topo le 3-4 décembre. Donc pôle sud de la Lune, voilà ce qui sera. Donc avant la pleine lune, on voit encore le soleil qui se lève de ce côté. Et donc là, c'était avant. Et alors Tycho, ici, celui qui a plein, plein, plein d'éjecta, et Clavius. Donc c'est jamais exactement, exactement pareil, puisque il y a sa libration qui fait qu'elle va être un peu plus tournée à droite ou à gauche, et un peu plus du haut ou du bas. Voilà, afin de nous montrer un peu plus de haut ou de bas, ou si vous voulez nous regarder de comme ça ou comme ça. Mais c'est grosso modo la partie de Lune qu'on peut observer donc du côté du pôle sud de la Lune. Ici, il y a une petite animation de Jupiter et du passage de, je crois que c'est Ganymède, ombre, voilà, Ganymède et son ombre devant Jupiter. Ganymède et son ombre, vous voyez, l'ombre disparaît le 18 novembre. Ça, c'est une image d'artiste, bien sûr, qui illustre le champ magnétique de la Terre, car là, les physiciens ont détecté une émission magnétique qu'on ne connaissait que au Soleil. On n'avait jamais vu de ça sur la Terre. Et là, il y a eu un énorme bouclage magnétique ou une réponse du champ magnétique du Soleil, de la Terre à celui du Soleil. Enfin bon, bah du coup, j'ai mis cette illustration qui est bien sûr une illustration, hein, et qui illustre le champ magnétique terrestre qui nous protège du rayonnement, des rayonnements dangereux. C'est notre peau électromagnétique. Alors, ça, c'est à propos de la comète 3I Atlas, enfin, ou de l'objet interstellaire 3I Atlas, comme ça, tout le monde est d'accord. Bon, officiellement, on, on a tendance à confirmer, enfin, les sources officielles ont tendance à confirmer qu'il s'agit d'une comète interstellaire, bien sûr, qui vient de. Et bon, on peut continuer à l'appeler un objet interstellaire. Bon, son comportement est quand même bien cométaire actuellement. Voilà, au niveau de sa trajectoire, de ses éjections, tout peut s'expliquer. Après, les discussions vont bon train, mais les gens qui spéculent beaucoup sur le fait que ça puisse être un vaisseau, etc., et ils ont tellement peu de connaissances de l'astronomie, ça soit tellement dessus, que on peut pas discuter, quoi. Non, c'est pas du travail sérieux. C'est pas sérieux. Et c'est bien dommage. Parce que les chercheurs de vérité, moi, ça m'intéresse, mais quand ils glissent sur toutes les peaux de banane astronomiques,
qui leur sont tendus, bah, ils se plantent, mais mal, ils se plantent, voilà, pour pas dire plus. Peut-être je partage rapidissimement quelques actus que vous trouverez, hein, vous allez les trouver, je vous fais juste un petit tout survol. Vous les trouverez bien sûr dans l'article avec des illustrations. Mais il y a pas mal de nouvelles là quand même hein, cette semaine. D'abord des astronautes chinois, enfin des taïkonautes, donc qui étaient coincés dans leur station spatiale sans véhicule de retour pendant 11 jours, mais la Chine a assuré. Ils ont envoyé Shenzhou 22 et sans équipage pour qu'ils aient un véhicule pour rentrer à la maison. Alors, on reparle du Starliner de Boeing, celui qui avait laissé les deux astronautes américains 9 mois de plus que prévu dans la station spatiale, alors qu'ils y étaient pour 8 ou 15 jours en 2024. Et donc, elle repartira dans l'espace, mais sans astronaute pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. Après, nous avons notre astronaute française Sophie Adono qui se prépare ben, pour l'ISS. Hein, c'est dans 3 mois qu'elle doit décoller. Nous, des actus de la Lune, un nouveau cratère sur la Lune. On a détecté un cratère récent qui vient d'être fait entre 2000, euh, enfin ces dernières années. Voilà. Je sais plus, 2014-2016. Enfin bon, tous les détails dans l'article. On a aussi, on envisage de plus en plus de créer des bases lunaires sous la surface lunaire grâce à des robots. On va pour explorer, on pense à des robots pour explorer les failles et les excavations de la Lune, pour se dire qu'on sera peut-être bien dessous plutôt que dessus. Et puis, ben, la NASA surprend tout le monde en annonçant le lancement d'Artemis 2 2 mois plus tôt que prévu, soit en février prochain. Artemis 2, la mission qui doit aller faire sans équipage encore, ce sera Artemis 3, celle-ci, et donc il va aller faire le voyage le voyage autour bah si, non, avec des astronautes, mais que pour faire le tour de la Lune. C'est pas pour se poser dessus, ça ce sera Artemis 3. Artemis 2 va faire un grand tour de la Lune avec 4 astronautes dedans, donc départ prévu en février avec le SLS, Super Launch System, et le vaisseau Orion. Et puis les Européens qui veulent pas être à la ramasse et qui injectent des sommes folles, enfin, ou qui annoncent injecter 22 milliards d'euros encore pour le spatial européen. Bon, mais il y a des réalisations pour de vrai. Il y a Argonaut, l'atterrisseur lunaire européen, passe à l'étape industrielle. Mais enfin, il n'est pas encore sur la Lune. Hein. Et alors, Ariane Espace, Gaz, va lancer 2 satellites le 17 décembre, 2 satellites Galileo avec Ariane 6, dont c'est le 5e vol. Ah oui, alors vous avez peut-être entendu parler que le nouveau booster du Starship explose lors d'un essai au sol, enfin arrivé sur le pas de tir, il se pose, paf, il explose. Et donc, mais bon, c'est les ennuis des progrès quand on progresse. Donc c'était même pas un essai encore, c'était mis en place, lors de la mise en place, en plein test, ouais. Et bon, c'est essai-erreur chez SpaceX, d'ailleurs, comme chez tout le monde, c'est pour ça qu'ils avancent. Et puis, il y a une autre petite entreprise spatiale, Rocket Lab, qui fait de plus en plus parler d'elle, puisqu'elle vient de battre son record de lancement annuel. Voilà. Et puis, alors, les Chinois qui veulent maintenant faire encore mieux que SpaceX qui rattrape les boosters dans les bras de la tour, bah, eux, ils mettent la tour sur la mer. C'est mieux, ça bougera peut-être marrant. Et voilà le projet des Chinois. Bon, les concurrents de SpaceX, évidemment, la New Glenn de Blue Origin, dont on a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Ça, je vous l'ai dit. Voilà, pour contrer SpaceX et Blue Origin, l'Europe veut injecter 22 milliards d'euros. Mais enfin, avec l'Europe, on est habitué aux effets d'annonce qui ne sont pas étayés. Et puis mais par contre, on a des startups qui gazent, hein, The Exploration Company s'avance et puis s'installe à Bordeaux, après s'être installé en Allemagne, à Munich, je crois, s'installe à Bordeaux. Donc suivez les lancements spatiaux avec Ufotinic et voilà, et puis des découvertes. Je vais vous laisser sur toutes ces découvertes et je vous salue. Je vous souhaite
une très bonne semaine, une montée pressante de lune, n'est-ce pas? Et surtout de belles observations. Donc, le 29 avec Saturne, et puis cette lune qui va être de plus en plus grosse, et puis bah, ce ciel que je vous souhaite dégager pour tout votre émerveillement et de belles aventures. Alors, je vous embrasse, je vous dis merci. À la semaine prochaine, enregistrement en direct mercredi. Ce sera donc, bah, enfin, nous sommes aujourd'hui le 26 novembre et attendez, je regarde ma fiche parce que je me souviens plus. Donc ce sera le mercredi 3 décembre. Vous retrouve, si vous le voulez bien, pour enregistrer le prochain bulletin astronomique de l'almanach des faits célestes. Ciao!